est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur l'épisode 14 de l'Ambition au féminin. Et aujourd'hui, je vais pas attendre avant d'entrer dans le sujet parce que je pense que c'est un sujet important, c'est un sujet vraiment crucial dans tout ce qui entoure le succès au féminin. Et c'est les fameux doubles standards qu'on a par rapport aux femmes qui réussissent et à comment elles vivent justement cette réussite-là. J'ai été inspirée à cet épisode de podcast par un article qui est paru aujourd'hui justement sur le blog d'Aime ta marque et écrit par Alexandra Philibert, qui est une des collaboratrices d'Aime ta marque depuis quelque temps maintenant. Alexandra, c'est une communicatrice, c'est la fondatrice de la Rouquine Communication, si vous la connaissez. Aussi, elle gère l'entreprise Passion MLB, qui est un média spécialisé sur le baseball, avec son conjoint Jeff Drouin. Et Alexandra a écrit un article super intéressant sur le double standard en ce qui concerne le sport, plus particulièrement, mais comment ça s'étend un peu dans la façon dont on vit le succès ou comment on a des stéréotypes ou des demandes qui sont différentes entre une femme qui va réussir dans sa carrière ou dans une entreprise versus un homme. Puis, elle utilisait l'exemple de Simone Biles, qui est une gymnaste, qui disait que, même si elle a gagné 5 titres du monde, qu'elle dit qu'elle est la meilleure gymnaste au monde en ce moment, la réaction, c'est comme « Oh my God, elle est tellement arrogante, regarde-la, tu sais, il faut pas exagérer quand même. » Puis, alors que, je veux dire, son track record le prouve, genre, elle a fait ses preuves, qu'elle est la meilleure gymnaste au monde. C'est pas vraiment quelque chose à contester, mais c'est cette idée de manquer d'humilité et de s'afficher comme étant au top qui semble déranger parce que si on prenait un homologue masculin, bien que je vais mettre le aparté tout de suite pour dire comme c'est sûr que les hommes vont recevoir des commentaires également, que ils se font critiquer également, mais si vous êtes une femme et si vous avez étudié aussi comment les femmes se font critiquer dans les médias ou dans les journaux, surtout des femmes professionnelles, vous saurez que quand même la proportion de commentaires négatifs qui sont donnés aux femmes qui se mettent de l'avant est beaucoup plus grand que celui que les hommes vont recevoir. Donc, on n'est pas ici pour parler de sexisme nécessairement, c'est pas de ça que je veux parler vraiment, mais c'est pas mal plus de les attentes qu'on a d'une femme ambitieuse, les attentes qu'on a d'une femme qui va aligner des succès, puis comment est-ce qu'elle est supposée se positionner par rapport à ces succès-là, comment elle est supposée vivre par rapport à ça. Alors, naturellement, ici, avec Simone Biles, on est en train de lui reprocher un peu son manque d'humilité. Et c'est drôle parce que je cherchais le terme humilité. Tu sais, on pense tous à l'humilité un petit peu comme ce qu'on dit dans la Bible, là, de justement qu'il faut pas que ça nous monte à la tête, qu'il faut rester quand même humble par rapport à d'où on vient, qu'il faut pas trop flasher parce que, je sais pas, moi, genre, j'imagine que dans un contexte religieux, tu sais, Dieu peut te donner et t'enlever, blablabla. Bref, c'est pas de ça que je veux parler. Mais quand j'ai cherché la définition de humilité dans le dictionnaire, écoutez bien ça, c'est quand même intense comme valeur, entre guillemets. Alors, ça dit sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites, caractère de ce qui est modeste, peu important, sans prestige. Ça vient de 2 dictionnaires différents. Ouais,
Dans le fond, quand on demande à une femme d'être humble, de démontrer de l'humilité, ben c'est de justement se rabaisser, penser à tout ce qui est pas bon chez elle, se rappeler qu'elle est pas nécessairement si importante qu'elle pense l'être, etc. Et je pense que pour beaucoup de gens, puis là je vais vous raconter une autre petite anecdote, mais pour beaucoup de gens, on les a intériorisées, ces attentes-là, comme par exemple, bon, je les ai listées ici, comme d'être gentille, mais pas trop, parce que si on est trop gentille, ben on n'est pas un leader, de sourire, de pas insulter les gens, de penser au bien-être des autres, d'être maternante, d'être serviable. En passant, il y a pas mal de contenu que je vais partager aujourd'hui sur le podcast qui avait aussi été partagé sur un article de blog que je vais mettre dans les notes de cet épisode à mtamarque.com/14 et où j'avais écrit un article qui s'appelait « Gentille mais pas trop, la tyrannie du caractère au travail chez les femmes professionnelles » où je parlais justement de tous ces stéréotypes de genre qu'on a, de comment les gens nous perçoivent en milieu de travail, puis sur quelles choses on va se faire critiquer dans le fond quand on déroge un petit peu de ces façons d'être là. Il y avait une étude, puis j'avais cité cette étude-là dans l'article, il y avait une étude en 2017 qui avait été conduite par des chercheurs de 3 écoles commerciales européennes qui illustre que pour gagner en influence, donc monter les échelons professionnels, les femmes doivent non seulement se prouver compétentes, mais aussi être appréciées pour leur amabilité et leur gentillesse. Parallèlement, pour avancer dans la hiérarchie, elles doivent en plus correspondre aux qualités d'assurance et de leadership qu'on attribue généralement aux hommes. À noter que dans cette étude-là, il avait été aussi souligné que les critères d'amabilité sont pas nécessaires chez les hommes pour avancer dans leur carrière. Fait que, en plus de devoir être leader, d'être forte, il faut qu'elle soit gentille, il faut jamais qu'elle snappe à personne. Puis là, genre, je sais pas, j'ai l'image de Hillary Clinton dans ma tête parce que j'ai lu son mémoire What Happened, où elle décrit sa perspective sur ce qui s'est passé dans les élections américaines contre Donald Trump. Puis j'ai l'impression que tout le long du mémoire, c'était balancé entre elle qui veut paraître vraiment gentille, douce, fine, amicale, maternante, maternelle, et elle qui veut paraître le leader, intelligente, astucieuse, honnête, etc. Puis ce qui m'est vraiment ressorti de ce livre-là, c'était comment, dans le fond, peu importe ce qu'elle allait dire, peu importe la façon dont on allait le dire, elle allait se faire critiquer parce qu'on n'est pas encore rendu à l'étape où on peut voir des femmes réussir, des femmes en haut poste, des femmes leaders, sans justement leur appliquer ce double standard-là dont j'ai parlé en début d'entrevue. Là-dedans rentrent aussi toutes les « Ah, ben là, tu devrais sourire plus, une femme devrait être souriante », toute cette idée que la femme aussi a quelque chose de, pas juste d'amable, mais d'agréable, qu'il faut être à l'aise en sa compagnie, il faut pas qu'elle soit intimidante, il faut qu'elle soit chaleureuse. Donc, il y a tous ces sous-thèmes-là aussi qui ressortent quand on pense à ce qu'on demande à une femme d'être au travail en termes de gentillesse. Puis là, ça me fait penser à une anecdote, à un petit incident qui est arrivé cette semaine, et il y avait quelqu'un dans mon réseau LinkedIn qui me demandait « Qu'est-ce que je fais quand je me fais contacter en message privé par un homme, par des hommes qui veulent obviously pas en savoir plus sur mes services ou sur ma profession, mais qui veulent jaser ou qui veulent flirter. Rien d'insultant, mais aussi, ça se voit que c'est pas approprié. Tu sais, on n'est pas sur un chatbox, on n'est pas sur OkCupid ou Tinder ou whatever. C'est LinkedIn. Si t'as quelque chose à me dire, soit direct, dis-moi directement, j'aimerais discuter de tel service que tu offres ou des choses comme ça, mais commence pas à me faire du flirty flirt, alors que c'est pas du tout ça que je viens chercher sur LinkedIn.
Tu sais, moi, personnellement, quand je reçois des messages d'hommes déplacés, inappropriés comme ça, qui, obviously, si ça mène nullement à une conversation professionnelle, je leur dis de but en blanc, je suis pas ici pour faire ça, sur LinkedIn. Deuxièmement, je les bloque, puis je les delete. Fait que, tu sais, je me pose pas de questions par rapport à ça. Mais, puis là, je me demandais c'était quoi vraiment l'enjeu, jusqu'à ce que je comprenne que l'enjeu, c'était L'enjeu, c'était que ma collègue voulait pas passer comme quelqu'un de pas gentil ou quelqu'un d'insultante. Puis j'ai trouvé ça tellement parlant parce que, dans le fond, comme je dis, moi, si quelqu'un m'appelle ma belle, c'est moi qui me sens un petit peu insultée, tu sais, genre, je me sens infantilisée. Mais la raison pourquoi je pense que c'était peut-être un petit peu difficile pour ma collègue de répondre, c'est que elle avait cette idée qu'elle allait être insultante en ne répondant pas aux requêtes de ce monsieur inapproprié inconnu. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir au fait qu'on a tellement peur de s'affirmer pour tout ce que ça pourrait créer comme conséquence, autant dans notre vie professionnelle que personnelle, comme violence émotionnelle aussi. Puis c'est vrai que les femmes qui vont avoir une voix sur la sphère publique, les femmes qui vont être, par exemple, journalistes, commentatrices ou des choses comme ça, puis Alexandra Philibert, si elle écoute ce podcast, pourra probablement corroborer par rapport à des commentatrices femmes de sport. Je serais curieuse de savoir son opinion là-dessus. Mais que quand il vient le temps de s'affirmer ou d'être publiquement affiché, il y a beaucoup de cyberintimidation, il y a beaucoup d'intimidation, de violence qui est faite. Et je peux comprendre qu'on ait peur de créer des vagues, faire des vagues. Mais ce que ça fait, ça, c'est qu'on ne s'affiche pas et donc on reste en silence et donc on n'apprend pas ce skills, on n'est pas capable de bâtir cette carapace-là autour de nous pour vivre avec le regard qui pourrait être négatif de nous. Et donc, on perpétue ces personnalités genrées en contexte professionnel. C'est-à-dire qu'on perpétue l'idée que la femme doit être gentille, s'effacer, être humble et sourire parce qu'on n'est pas game de le faire publiquement nous-mêmes. Puis là, je dis le grand nous, là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aucun problème à s'affirmer en milieu de travail, mais je suis sûre que vous comprenez quand même la pression que certaines peuvent se mettre à elles-mêmes. L'autre chose aussi, quand on s'affirme, puis ça m'est arrivé souvent quand j'avais des conflits au travail, puis que là, par exemple, tu sais, je veux dire, j'étais venue pour communiquer quelque chose, puis la personne n'était pas contente, et puis c'est drôle comment ça vient rapidement à des attaques personnelles sur « tu m'as fait sentir comme ça », tu sais, ça devient très, très chargé émotionnellement, très dramatique souvent quand une femme va faire quelque chose qui n'est pas aussi sensible, entre guillemets, que ce qu'on attendrait d'elle. Et puis moi, quand ça m'arrive, tu sais, puis bon, je dis pas que j'ai été parfaite tout le temps dans ma vie, tu sais, que j'aurais peut-être pu à certains moments avoir un peu plus de compassion ou être un peu plus diplomatique, mais le fait est que même quand j'étais justifiée, même quand j'étais juste là comme « Hey, écoute, genre, voici le message que je dois passer, ceci est un contexte professionnel, je vais pas revenir sur ce que je viens de te dire, c'est la décision finale, blablabli, blablabla. » Puis là, je reviens chez moi parce que la personne était fâchée, puis là, je commence à douter de moi-même. Puis je me dis des choses comme « Est-ce que je suis bête? Est-ce que je manque de leadership? Est-ce que je me suis mal exprimée? Est-ce que ça va revenir me hanter? » Puis là, genre, ça bouillonne en moi. Et pourtant, puis à un moment donné, genre, puis après ça, j'en parle, mettons, à mon mari, puis là, il me dit « Mais non, là, t'as fait ce que t'avais à faire, là, qu'est-ce que tu veux, là, arrête d'y penser, là, c'est fini, là, je veux dire... » Mais ça nous hante, puis ça gruge tellement d'énergie mentale, puis c'est quelque chose, c'est un genre de travail émotionnel, une charge mentale que les femmes professionnelles vont devoir vivre avec parce que on vit justement avec ces attentes que, en tant que femme, on doit s'assurer que tout le monde se sente bien dans la pièce, qu'on a amené des muffins pour tout le monde, qu'on a fait nous-mêmes la veille, qu'on va prendre des notes pendant le meeting, puis que dans le fond, on est là pour alléger
le sentiment généralisé des gens qui vont être là, de devoir justement gérer les émotions des autres en contexte de travail, que, tu sais, c'est normal qu'on ait encore plus de difficultés à se démarquer et avancer et à grimper les échelons dans la hiérarchie. Si jamais vous êtes intéressé, je vais aussi mettre ça dans les liens. Il y a, je me rappelle plus, c'est Sarah Cooper sur son site de Cooper Review qui a des bandes dessinées super, super drôles sur comme... pour parler de comment c'est menaçant quand une femme va faire les choses de façon directe, puis là, elle met la version comme adoucie, vanille, de comment la femme devrait faire. Tu sais, exemple, par exemple, elle dit... tu sais, on peut pas écrire un courriel qui dit « Envoie-moi la présentation quand elle est prête ». Il faut écrire « Hey, salut, smiley face. Est-ce que je peux regarder ta présentation quand elle va être prête? Merci, smiley, smiley. » Tu sais, c'est un exemple pour dire à quel point, justement, bon, le courriel qu'on réécrit plusieurs fois ou ces pensées obsédantes qu'on a après quand on s'est dit est-ce que j'ai été brusque, est-ce que j'ai été bête, qui est un gros bâton dans les roues qu'on se met en tant que société, puis qu'on met aux femmes spécifiquement par rapport à leur comportement. Je pense pas que c'est juste une question d'intelligence émotionnelle. Encore une fois, il y a cette attente quand même d'être maternée dans un lieu de travail ou ailleurs, qui, il me semble, est une culture quand même assez ancrée dans la majorité des entreprises. Tu sais, on voit encore les rôles genrés quand c'est la femme qui va s'arranger pour que le ménage soit fait dans la salle après la réunion, qui va jeter un coup d'œil non rémunéré au travail d'un collègue, comme si elle regardait ses devoirs pour être sûre que ça allait bien être fait. Puis ça se manifeste aussi par tout ce qui est de tenir les gens par la main, tu sais, de leur montrer de 0 à 100 comment faire une procédure, de s'assurer que tout le monde comprend exactement bien où est-ce que t'en es allé, tu sais, d'où t'en venais, puis des choses comme ça. C'est toutes des petites choses comme ça qui sont pas nécessairement valorisées en contexte professionnel, mais qui, encore une fois, ajoutent à la charge mentale de la femme. Puis ça, j'ai toujours, là, je vous le dis, là, j'ai eu de la misère avec ça, puis j'ai l'impression qu'il y a même parfois puis des clients, puis ça, il faut vraiment faire attention, qui ont besoin de ce maternage-là, et si t'es pas capable de le donner, ben tu vas avoir l'air froide, tu vas avoir l'air que tu manques de compassion, des choses comme ça, et c'est pas mal insidieux, bref, comme façon d'être. Puis pour terminer, un des derniers caractères peut-être que je voudrais toucher, c'est tout ce qu'il y a... c'est la serviabilité. Bon, puis là, juste un petit aparté, là, c'est sûr que tous ces caractères-là sont bons en soi, là. Tu sais, si t'es naturellement maternelle, si t'es naturellement serviable, si t'es naturellement une personne vraiment, là, genre, moi, je veux vraiment que tout le monde se sente bien autour de moi, puis c'est chill, genre, c'est comme super, genre, si c'est ta personnalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'on s'attend qu'il y ait comme une espèce de standard féminin, et l'idée de la femme professionnelle doit autant être une experte dans ce qu'elle fait, mais aussi englober tout ce standard-là dans son persona professionnel. Fait que, tu sais, je veux dire, je dis pas « soyez pas serviable au bureau », mais je dis juste que c'est un caractère qui est mené un petit peu à l'extrême parfois, dans ce que nous, on se demande aussi de faire de plus que ce qui est dans notre job description ou dans comment on voudrait se montrer. Fait que la serviabilité, tu sais, c'est vraiment la mentalité de la secrétaire, celle qui prend des notes. Puis ça, c'est quelque chose, quand j'étais plus jeune, je me suis souvent trouvée dans ce rôle-là parce que je voulais avoir l'air le plus utile possible, je voulais montrer que j'allais prendre les devants et tout ça, puis je me ramassais à prendre les notes dans les meetings.
Mais la personne qui prend les notes dans les meetings, là, by the way, c'est pas elle qui discute, tu sais. C'est la personne que tout le monde dit « Hey, t'as-tu noté ça, by the way? Tu vas m'envoyer les notes après ça? » Puis qu'est-ce qu'elle fait, la personne qui prend les notes? Elle doit prendre une demi-heure, une heure à la fin, sur son heure de travail, sur son emploi du temps à elle, pour mettre les notes au propre, puis les envoyer à tout le monde. Fait que on a l'impression qu'on est serviable dans tout ça, mais c'est un couteau à double tranchant parce que finalement, on performe pas de la façon qu'on voudrait performer. Et puis, même chose en termes de... tu sais, par exemple, les gens qui vont faire comme « OK, ben, je vais ranger la salle en sortant. » Tu sais, pendant que tu ranges la salle en sortant, c'est cool, c'est gentil, merci. Mais il y a tout le reste du meeting qui est dehors à l'ascenseur puis qui continue de discuter de points importants qui peut-être vont boucler des boucles puis qu'il va peut-être y avoir des insights super importants puis toi, tu vas les avoir manqués parce que tu vas être en train de ramasser des chaises puis t'assurer que le Windex est passé sur le tableau blanc. Le message que ça envoie aussi, c'est que notre expertise ou notre travail ou notre temps est pas nécessairement assez important pour qu'on laisse ces tâches-là qui sont assez secondaires, qui sont des tâches de ménage ou whatever, à quelqu'un d'autre qui serait payé pour le faire. Tu sais, pourquoi nous, on devrait prendre ça sur notre assiette, tandis que, ben justement, les autres membres du meeting vont juste sortir puis s'attendre à ce que quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Fait que c'est le fun d'être serviable, mais des fois, c'est à notre propre détriment. Puis, c'est même pas des choses qu'on nous demande de faire, c'est des choses qu'on se porte volontaire à faire et qu'on devrait peut-être y réfléchir 2 fois quand on se lance dans des choses comme ça. Tu sais, genre, même chose de « Ah, ben oui, je peux la réviser, ta présentation, tu sais, puis toi, t'es dans le jus, puis tu dois remettre quelque chose à ton client, puis finalement, tu viens juste de te donner une charge de travail de plus non rémunérée, naturellement, qui va pas nécessairement avoir un impact si positif que ça. Sur le sujet, si vous êtes intéressé, j'avais aussi un article qui s'appelait « 5 stéréotypes féminins qui nuisent à notre avancement professionnel ». Puis je parle justement de 5 rôles qu'on a au bureau, qu'on a tous probablement passé à un moment donné ou à un autre, mais qui nous aident pas justement à avancer. Maintenant, comment est-ce qu'on s'exprime? Attends, avant de parler de ça, je voulais juste dire un dernier petit mot par rapport à la serviabilité et tout ça, puis l'humilité surtout. Je voulais revenir avec le terme de l'humilité parce que un des caractères qu'on prend souvent au travail, c'est de se considérer chanceuse. Puis la chanceuse, elle dit « Ah, ben oui, j'étais chanceuse, j'étais au bon endroit au bon moment quand ils ont donné les assignations pour ce travail-là, puis ça a donné que j'avais parlé à le bas, whatever. » Le fait avec l'idée de considérer qu'on a de la chance dans le monde professionnel, puis là, en tout cas, ça c'est toute une discussion, mais c'est ancré un peu dans cette idée qu'on doit être humble, puis qu'on peut pas ramasser tous les lauriers nous-mêmes, qu'il faut absolument les partager avec quelqu'un, qu'il faut absolument dire que, dans le fond, c'est pas grâce à notre talent qu'on est rendu là, c'est pas grâce à nos aptitudes ou à notre intelligence ou des choses comme ça. Il faut qu'on dise que, ah ben, tu sais, j'étais au bon endroit au bon moment. Je pense qu'il y a de la chance dans notre parcours professionnel. Je pense que les opportunités qui nous sont présentées souvent sont issues de la chance, mais je pense qu'il y a quand même un gros apport de responsabilisation quand on décide de saisir ces opportunités puis de les transformer en quelque chose. Et de courage et plein d'autres qualités comme ça. Fait que vraiment faire attention quand on parle de chance, quand on parle de comment on en est arrivé, où est-ce qu'on est arrivé. Puis tu sais, j'imagine, mettons, si Simon Biles, qu'on a nommé au début, disait « Ah, ben j'ai été chanceuse, j'ai gagné 5 titres du monde. » C'est comme... C'est-tu vraiment comme ça qu'on veut commencer à parler du succès des femmes? Et pourtant, je suis sûre que ça aurait créé beaucoup moins de remous que le fait de dire « Je suis la meilleure gymnaste au monde. »
Bref, quelque chose à vraiment réfléchir. Il y a un livre que j'ai jamais lu encore, mais que j'aimerais beaucoup, beaucoup lire, et c'est sur le leadership. Et ça s'appelle Radical Candor. Je vais mettre tous les détails encore dans le lien de l'épisode parce que je me rappelle pas exactement c'est qui le nom de la personne qui a écrit ça, mais je le lis, je vois souvent des gens qui le citent parce que Radical Candor, en quelque sorte, c'est une idée d'être honnête, d'être un leader qui va dire les choses telles qu'elles sont, mais d'être beaucoup dans la transparence, dans la candeur, dans la compassion. Et j'aurais vraiment voulu avoir un petit peu plus d'insight sur comment balancer justement ces deux caractéristiques-là, où est-ce que tu dois être à la fois diplomate, mais direct, ou est-ce que tu dois jauger un peu entre les deux caractères sans tomber dans les stéréotypes dont on a parlé dans l'épisode. Fait que je serais intéressée si jamais quelqu'un a lu le livre puis qui voudrait me le commenter ou me dire si ça avait sonné des cloches. Sinon, je vais le mettre sur ma liste de lecture puis je vous en reparlerai quand je l'aurai lu un petit peu plus de façon approfondie. Fait que c'est ça, je sais pas si ça résonne avec vous ce que je viens de partager avec vous, si vous êtes quelqu'un qui est peut-être trop gentil au travail, qui a besoin de s'affirmer un peu plus, mais que vous êtes bloqué parce que vous savez pas exactement comment le faire. Tu sais, est-ce que vous sentez que le besoin d'être maternel, le besoin d'être serviable, c'est quelque chose qui est très valorisé dans votre emploi ou auprès de vos clients? Comment vous voyez ça, vous? Puis est-ce que vous êtes capable de nommer vos succès de la façon la plus honnête, mais aussi sans vous dévaloriser? Parce que c'est vraiment ça le point, c'est de savoir comment est-ce qu'on dit qu'on est une femme puis qu'on a du succès sans se dévaloriser, puis comment on est assez confiante en nous puis en ce qu'on dit pour pas se faire descendre par les gens qui aiment pas entendre ça nécessairement. Alors voilà, je vais vous laisser avec ça. Avant de partir, je veux juste vous souligner, parce que si vous avez reçu l'infolettre, vous le savez déjà, mais que vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à l'expérience Catching, organisée par Geneviève Gauvin. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que Geneviève, il y a quelque temps, m'a invitée à être une des 15 expertes qui va donner des conseils gratuits pendant 7 jours. À chaque jour, vous allez recevoir 2 conseils dans votre boîte courriel. C'est des stratégies pour la business en ligne. Et moi, je vais parler de LinkedIn et de comment se démarquer sur LinkedIn parce que Geneviève m'avait jadis reçu sur son podcast Les vraies affaires et les vrais experts pour parler justement de mon expertise sur LinkedIn, qui est quelque chose que j'ai beaucoup développé quand j'ai développé tout le côté branding personnel et qui est un réseau social que je trouve absolument incontournable quand on est un professionnel, mais aussi un entrepreneur. Alors, si vous voulez vous inscrire à l'expérience Catching, tout ça c'est gratuit naturellement, c'est à mtamarque.com/expérience catching et ça commence le 10 février, donc du 10 au 16 vous allez recevoir les capsules, mais allez mettre votre nom tout de suite pour être sûr que vous n'allez pas manquer aucune des journées, là. Je vais vous le rappeler une couple de fois là, sur les réseaux sociaux cette semaine, mais autrement, c'est mtamarque.com/expérience catching. Catching, c'est K-A-C-H-I-N-G. Et je vais mettre naturellement le lien dans les notes de cet épisode. Et sur ce, j'ai super hâte à la semaine prochaine parce que justement, notre invitée spéciale, ça va être Geneviève Gauvin. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit par rapport au podcast, mes oreilles sont toujours ouvertes. Écrivez-moi, textez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur LinkedIn, puis on va jaser de ça. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et j'ai hâte de continuer la conversation avec vous. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails.
Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!